Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui les titulaires, ils sont de la feuille de match et aussi lesviolets.com un petit peu. Mais on a surtout nos deux meilleurs récupérateurs qui sont là, c'est Nathan et Vincent. Comment ça les gars ? Ça va, super, content d'être de retour. Retour de Séville, Nathan. Voilà, de retour de vacances, tout bronzé. Tu as des joueurs à nous conseiller ? Ouais, un petit Nabil Fekir. Voilà, il a pris un peu de poids, mais il va bien. Vincent, comment ça va ? Ça va super, je vois qu'il y a déjà des préférences puisque Oxens s'est présenté en dernier tout seul comme un grand. D'ailleurs j'embrasse amicalement Mehdi qui est pas là et qui brille par son absence, il me manque beaucoup, petit ange parti. Oui, j'ai essayé de prendre une voix un peu plus suave que d'habitude parce que la semaine dernière il a très bien fait comprendre à tout le monde qu'il préférait Vincent. Mais c'est pas grave, mon petit préféré il est là, c'est Oxens. Comment il va Oxens ? Ça va super, merci, bonsoir à tous. Retour de vacances Oxens aussi. Exactement. Content de prendre la place de Mehdi ou pas ? Pas de prendre la place, mais je suis content d'être là. Il a été viré Mehdi, on va pas se mentir. Ce n'est qu'un au revoir. Et le Royal à technique, c'est Mathis. Comment il va Mathis ? Techniquement, c'est moi qui suis présenté en dernier, par contre. On t'entend pas très bien Mathis, par contre. Pardon, attends, je monte. Oui, c'est mieux. Ouais. C'est moi qui suis présenté en dernier, donc ça veut dire que c'est moi le préféré ou pas ? Allez, on va enchaîner avec... Salam frérot. Non, en tout cas, merci Mathis d'être là à la technique. Tu vois, j'avais mis notre technicien adoré sur la fiche de route. Donc, alors moi c'est je lui vraiment... fais carrément de la pub pour ses émissions sur Good Morning Toulouse. Est-ce que toi tu fais ça ? Oui, il a la guerre des écrans en effet. Le dernier épisode c'est sur Kaamelott. Exactement, disponible sur Spotify. Et oui, je l'ai écouté. Allez, revenons au TFC. Non, TFC à nos actus. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le mercato, les dernières actus du TEF. Oxens va nous parler des dernières recrues. On fera un retour sur le match TFC Bastia. On fera la présentation de Dijon TFC avec Thomas, supporter dijonnais et fondateur du média supporter le Dijon Show. Et ensuite, on terminera par le petit quiz. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse ou sur notre page F2M Foot, sur la vidéo sur Facebook Live et en message privé sur notre compte Instagram. Et n'hésitez toujours pas à insulter Vincent, ça marche toujours. J'attends, toujours rien. J'ai eu quelques menaces, mais on n'a pas Maury et les tomates pour Samuel. J'attends. Merci. Moi j'y crois. Allez messieurs, on va commencer cette émission avec un peu de nouveautés parce que ça va être les news. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Et on va commencer cette petite news, messieurs, avec des actus de la réserve du TFC qui a perdu 2-1 face à l'AS Muret. Alors je vais pas vous mentir, j'ai fait un copier-coller de l'article de lesviolets.com qu'on embrasse d'ailleurs. Donc l'unique but de la rencontre a été inscrit par Noah Savignac. Plusieurs joueurs pros étaient sur le terrain. Sidibé qui a fait une bonne performance en défense, plus en numéro 6. Sur la lignée des performances qu'il avait à Châteauroux aussi. Ouais, exactement. Et c'est bizarre. On n'attendrait pas de l'avoir rentré dans la rotation aussi, pourquoi pas. Ouais, on va en discuter après, mais totalement. Ouais, il est en train de prendre du temps de jeu. En tout cas, Kassongo Cerber aussi était là. Et le néo-professionnel Guillaume Rest a également eu du temps de jeu avant de rejoindre l'équipe de France U17. Nathan, tu nous parles de Sidibé. T'aimerais le voir dans la rotation, toi, ou pas ? On a toujours été un petit peu, on va dire, sur notre fin avec lui. On sentait qu'il y avait du potentiel, mais il jouait beaucoup vers l'arrière. Mais là, on a vu que du prêt qu'il a réalisé à Châteauroux, où ça a été un des meilleurs joueurs de l'effectif. Bon, certes, Châteauroux, c'était du niveau national, parce que c'était quand même dernier de Ligue 2. Mais de compter sur un joueur comme ça, on sait qu'il a quand même toujours été irréprochable. On jugeait juste qu'il avait un niveau technique un peu faible pour l'équipe 1 du TF, mais je me dis en Ligue 2, pourquoi pas si les 3 du milieu sont un peu fatigués, qu'ils puissent rentrer dans une rotation, même pour les coupes ou même pour les fins de match un petit peu difficiles où il peut amener sa taille un petit peu, donc pourquoi pas le revoir à l'œuvre. Oui, puis l'avantage de cette année, c'est qu'on a du Sidibé qui joue avec la réserve. La réserve ne jouait pas l'année dernière à cause du Covid. Là, cette année, ils vont pouvoir reprendre le championnat. Et ça lui fait un rythme aussi. Ça va faire, ils vont garder le rythme, même les jeunes vont pouvoir aussi garder un peu le rythme et pouvoir faire des choses. Oxens, toi, Sidibé, t'as envie de le revoir avec la une ou bon, pour toi, c'est plus l'instance de départ ou aux réserves ? Pas forcément, moi, pour être honnête, j'avoue que je suis pas forcément trop fan du joueur. Et à choisir, je préférerais même Cléry Cerber, pourquoi pas, avec une. Ouais, c'est vrai que petit Cerber a été recruté aussi. Le même profil un peu. Pour ça, ouais. Bon, moins grand. Moins grand, en fait, je veux dire, il joue même pas ce quoi. Exactement.
Messieurs, c'est bon pour la réserve. De toute façon, on fera des petits points chaque semaine. Quand le championnat va reprendre aussi, on suivra ça de près. Puis on fera un petit point surtout avec les jeunes aussi, avec la Binocle qui devrait venir dans l'émission prochainement. Vincent, ça fin du mois d'août, au début septembre, on fera un point avec lui. Ça sera l'occasion d'avoir un expert autour de la table sur ces sujets, vu qu'il suit ses équipes de jeunes depuis un moment. Il est actif sur Twitter et si je dis pas de bêtises, il est aussi scout pour Football Manager. Ouais, c'est lui qui fait les notes des jeunes du TF. Donc du coup, comme je vais acheter le nouveau jeu, il faudrait que je lui demande quelques conseils. Allez les gars, on va enchaîner. Et là, je vais me tourner vers Oxens qui va nous présenter la nouvelle recrue qui est fraîchement d'arrivée cet après-midi. Exactement, c'est officiel depuis quelques heures seulement, mais le TFC tient son nouveau défenseur en la personne de Rasmus Nicolaisen. Toujours top, prononciation. Il est bon, il est très bon. Merci. On va le garder lui. Mehdi, attention. Il prononce pas aussi bien Mehdi. Donc c'est donc un défenseur central de 24 ans, gaucher et imposant physiquement, 1m91 pour 81 kg, donc un beau bestiau. Un TGV. Il arrive en provenance de Midtjylland au Danemark où il a un bilan de 57 matchs joués avec 6 buts et 3 passes décisives. Et il sort à peine d'une campagne préliminaire de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow et le PSV Eindhoven. Et récemment, en fait, la saison dernière, il était prêté à Portsmouth en Détroit anglaise où là il a joué 21 matchs pour un petit but et une petite passe décisive. Oui, des petites stats quand même pour un petit défenseur. C'est pas mal, ouais. Bah ouais, ça fait quelques buts, quelques passes quoi. Alors, comment on le définit, Oxens ? Alors justement, si lui-même il se définit comme étant un défenseur agressif, puissant, qui aime aller au duel, avoir la balle et des responsabilités en défense, je vous propose une petite analyse de Nordisk Football, un compte Twitter spécialisé dans le football scandinave. Alors apparemment, sa qualité principale, ça reste le domaine aérien, puisque c'est un très bon buteur de la tête sur coup de pied arrêté et dans les duels, autant défensivement qu'offensivement. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est pas mal, c'est un profil qu'on n'avait pas. Donc un but sur corner par exemple, j'ai vu ces vidéos, il y a beaucoup de buts sur corner. En fait les 6 buts qu'il met à Midtjylland, je crois qu'il y en a plus de la moitié sur de tête sur des coups de pied arrêtés. Donc ça fait 3. Pour un défenseur c'est pas mal. Merci Vincent. Ensuite des relances précises et justes et une bonne lecture du jeu. Et en ce qui concerne ses faiblesses, on a un manque criant de vitesse, ça, apparemment c'est son gros défaut. Donc attention à ne pas être pris de court, ça pourrait lui coûter cher. Assez inconstant apparemment, parfois coupable de fautes assez stupides et quelques défauts de concentration. A priori, il me rappellerait un peu le profil de Christopher Julien par exemple, qui était plutôt bon dans la relance. Physiquement, il marquait beaucoup de la tête. Il a dû marquer 5-6 buts de la tête. Voilà, il était critiqué un peu pour sa lenteur et pour son irrégularité. Mais ça me semble, c'est un profil, comme le disait Oxens, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas pour le moment dans l'effectif. Donc c'est bien d'avoir ce profil-là aussi complémentaire, voilà, avec des joueurs comme Diakité, comme Gabrielsen, comme Rouault, qui sont tous en fait qui ont des caractéristiques tous différentes. Donc voilà, à voir. C'est compliqué parce que j'ai vu que des vidéos, donc c'est compliqué de juger. En général, il y a que le bon sur les vidéos, on va dire. Oui. Avec des vidéos, René est un bon gardien. Ouais. On l'embrasse. Mais voilà, mais ça peut être une bonne recrue. Moi, j'aime beaucoup ce profil, voilà, de défenseur un petit peu offensif. Voilà, on va le juger sur sa capacité à défendre aussi. Mais voilà, dans une défense à 3, apparemment, il dit qu'il est plutôt à l'aise. En plus, il est gaucher, si je dis pas de bêtises. Donc axe gauche dans cette défense à 3. Diarra, en gros. Ouais. Donc, je trouve que c'est. Et puis c'est à voir. Je suis plutôt curieux de voir, étant donné que c'est un profil différent. Et puis il l'a fallu cette recrue. Il l'a fallu totalement. En plus, Gabrielsen en instance de départ, donc. Ouais, oui. Et puis Gabrielsen, on va en reparler après. Vincent, des réactions sur le live Facebook. Quelques réactions sur le recrutement, pardon. On a Kat Govery qui nous dit on va attendre de le voir avant de porter un avis. On a Johan un peu le même ton. Hein. Je connais pas, c'est difficile de juger. Après, on fait confiance au recruteur. Apparemment, il est bon. Après, moi, pour rebondir personnellement sur ce que tu disais par rapport à Julien, ça peut être une bonne nouvelle quand c'est le contexte économique actuel. Ça peut relancer un petit peu le secteur de la nuit sur la région toulousaine, pour le coup. Oxens, enchaîne avec ça, tiens, c'est cadeau. C'est compliqué, mais tant pis. Alors non, j'avais vu aussi qu'apparemment Midtjylland, son entraîneur, il avait essayé piston gauche. Et qu'apparemment, avec son manque de vitesse, c'était Ah oui, non, mais il a pas un profil de piston. Voilà, une grosse erreur, donc c'est pour ça que je voulais préciser, ça sera vraiment un défenseur central. Ouais, c'est pour remplacer, je pense, numériquement le potentiel départ de Gabrielsen et aussi pour apporter peut-être un plus à Moussa Diarra qui, moi, pour le moment, enfin, vous l'avez encore souligné la semaine dernière, fait de bonnes performances. Enfin, on va y revenir juste après, mais
voilà, ça peut lui apporter de la concurrence, ça peut peut-être le faire évoluer. On sait qu'il est aussi un petit peu limité, mais il y aura 2 joueurs à un poste et c'est bien pour la compétitivité et pour le groupe toulousain. Messieurs, on enchaîne ou c'est bon? Si on fait un petit bilan sur le mercato quand même, les vues et destinations et les profils, c'est clairement le recrutement rêvé par Willy Sagnol à l'époque de Bordeaux, hein. Ouais. Niveau profil. C'est vrai. Il m'agace. Si j'anime pas, je te fais chier. Hein, ouais, non, mais je vais te laisser animer, de toute façon, Mehdi préfère. Les gars, on va enchaîner si c'est bon pour vous sur le mercato. On a besoin d'un défenseur, il vient d'arriver. Peut-être encore un poste ou deux à pourvoir côté toulousain. Moi, j'aurais dit le poste de piston. Après, c'est parce qu'on a été habitué au top avec Machado, on va dire. Mais je pense pour la Ligue 2, on va dire. Surtout que Silla n'est pas sûr de rester. Voilà, Silla n'est pas sûr de rester. Diarra qui tient la route pour le moment. Mais voilà, il manque un piston gauche pour toi. Un piston gauche, ben oui, parce que le jeu passait beaucoup par là. Bon, après, si ça peut permettre, on va dire, de passer plus dans l'intérieur du jeu et de faire travailler plus les milieux et d'avoir des actions plus construites que passer par les côtés, ça me dérange pas de pas avoir de piston. Mais si on veut vraiment s'axer sur un 3-4-3. Et il manque un gars à gauche. Ouais. Est-ce que le piston est nécessaire? Je sais pas, mais voilà, on a toujours Machado en tête, c'est pour ça on est toujours un peu en manque de Machado. Donc il y a Fred sur Facebook Live aussi qui, s'il se blesse, on fait quoi? Pareil à Maury, on n'a toujours pas d'ailier de métier par un Ngoubou sur les postes aussi. Après, s'il se blesse, il y a le petit ado qui devrait pouvoir prendre la place. Il y a Bergaoui, la nouvelle recrue, il n'est pas ailier lui. Il y a tous les postes. 9 plus 9. 9,5 aussi. Ouais, 9,5. Il a été testé. Sinon, il y a un petit jeune là, le 21, Amin Adli. Il est pas mal, lui, je crois. Pas de nouvelles de Wesley Saïd, sa blessure? Non, pas encore. Allez, les gars, on enchaîne. On va parler du retour sur le match TFC Bastia. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Et du coup, pour ce match, messieurs, c'était un 4-3-3 qui était proposé. Vous avez vu juste d'ailleurs la semaine dernière parce que vous avez annoncé le 4-3-3. On voit ce que tu crois. Pardon. Du coup, Dupé dans les buts, Diarra, Gabriel Cedro, Dessler en défense, Van den Boomen, De Jagereux et Spearing, le retour de Spearing titulaire. Il est Ado et Bangré. Là, c'était la petite nouveauté. Bangré qui a fait son entrée dans le 11 type. On a Ngoumou, Rapnouille, Genro et Bergraoui qui sont rentrés en cours de jeu. Pas de Amin Adli, pas de Gianni Santiste en instance de départ et un choix fort du club. Le film du match, messieurs, sous une chaleur écrasante parce qu'on a eu des pics à plus de 45 degrés quand même dans ce match. Les Violets entament leur match avec de bonnes intentions. Premier match allumé par notre Bibiche, un demi-volée que Rist a 2 doigts de reprendre. Ensuite, le gros pressing toulousain va payer avec une mauvaise relance du gardien Bastier dans l'axe, récupéré par De Jager qui va trouver Ilé qui loupe un peu son contrôle, on va pas se mentir, et qui obtient une main du défenseur Bastier. C'est un penalty. Van den Boomen le tire. Je pense qu'on a tous été un peu surpris, on y reviendra après, mais Spearing c'est sur le terrain, c'est Van den Boomen qui tire et il le tire très très bien d'ailleurs, puisqu'il va aller ouvrir le score et ça fera 1-0 pour nos Toulousains à la mi-temps. Ado aura une autre occasion aussi avec ce fameux lob raté. Bon, au moins il a eu le mérite de le tenter. Ensuite, on enchaîne du pied, sur cette deuxième mi-temps avec Ngoumou qui était rentré, qui a bien combiné sur le côté droit. Il va centrer et trouver la tête de Rhys, où tout le virage a cru au but, mais ce fut une barre transversale trouvée par notre Anglais préféré. Il aura un dernier face-à-face qui passera juste à côté en fin de match. Victoire 1-0 de nos Violets qui s'installe à la tête du championnat, et en plus avec le nul du PFC face à Auxerre, on est même co-leader du championnat. Moi, ma première question, messieurs, c'est cette chaleur étouffante, des pics à 45 degrés. Pour vous, est-ce qu'on doit déplacer le match ou vous trouvez ça normal de jouer à 15h avec les droits TV qui imposent ça? Pour le bien de tout le monde, je pense que tu mets un match à 19h, il n'y a pas de scandale. Il faut penser au bien-être des joueurs aussi, aux gens qui viennent au stade. 45 degrés, c'est pas forcément le plus agréable. Après, il y a des droits télé, il y a des. Désolé de te couper, il y a le masque, il y avait un arrêté préfectoral qui est tombé la veille où le masque était aussi. Le masque était obligatoire au stadium sous 45 degrés. Le masque obligatoire, on va dire. Au-delà des joueurs aussi, on n'est pas forcément habitué à ce genre aussi de chaleur, parce que mine de rien, quand tu es à 45 degrés au soleil, que tu dois multiplier les efforts. C'est pas facile, donc j'ai vu l'entraîneur Bastier qui s'est plaint aussi du match à 15h, donc voilà, bon, il a perdu mais il s'est plaint. Au final il a quand même raison de le dire, parce que pour le bien de tout le monde, qu'est-ce que ça coûte de déplacer un match quand c'est une chaleur caniculaire, de le déplacer à 18-19h. Je veux bien qu'il y ait des droits télé, mais il y a quand même la santé des joueurs passe avant tout, et puis apparemment non.
Après, ça empiète un peu sur le multiplex. Je pense que ça peut faire chier de ce côté-là aussi. Mais pour exemple, l'Uznac Castanet a été arrêté pour les mêmes raisons en match amical en amateur parce qu'il faisait trop chaud. Vincent. Ouais, quelques réactions par rapport à ça, par rapport aux conditions de jeu. On a Henri, donc un habitué de la feuille de match, qui dit que c'était étouffant, c'était une honte pour lui. Flop à la LFP. Il y a Bean, Amaury aussi, qui philosophe un peu plus. Les millionnaires en short sont-ils finalement les premières victimes du réchauffement climatique? Après, les gars, on est en train de faire une question sur ça. On a une Coupe du Monde au Qatar qui arrive dans moins d'1 an sous des températures pareilles, mais avec des stats très écologiques en plus. 35, avec des stats très écologiques puisque la clim sera au rendez-vous. Auxence, tu étais au match ou pas samedi? Non, tu étais pas au match, mais du coup, est-ce que toi, cette chaleur, tu trouves ça normal ou bon, on s'en fout, c'est comme ça et on joue? Non, après c'est pas normal, on est d'accord, mais après il faut pas justifier la défaite par rapport à ça parce que du coup la chaleur elle était pas. On a gagné. Équipe, hein. Oui, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que le coach de Bastier aurait dit ça si. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Allez, on passe au terrain, messieurs. On a vu un bon Toulouse, j'ai envie de dire, surtout sur les premières minutes avec un pressing très haut imposé par nos Toulousains. D'ailleurs, le but vient un peu de là, des bonnes petites combinaisons, un rythme qui était quand même pas très soutenu, mais bon, il faisait aussi très chaud, mais on a vu quand même une bonne équipe qui a su maîtriser son sujet, j'ai trouvé. Mais de ce que j'ai vu, moi j'ai pas eu la chance de voir le match en entier. Ouais, bravo. Mais voilà, tu peux peut-être revenir en fait. On a vu une équipe en fait qui gérait quand même son match en fonction du contexte climatique parce qu'il faisait quand même assez chaud, fallait gérer les efforts. On a vu c'était un match assez complet. On l'a vu de toute façon avec ce milieu de terrain qui était quand même à la hauteur. On était un peu déçus de Bibiche qui nous a sorti quand même un match plutôt correct. Même au milieu de terrain, Spearings qui a été peut-être plus en dessous mais qui a trouvé une bonne ouverture pour Ado. Je me souviens, la passe elle est exceptionnelle. Mais après non, plutôt satisfait. C'est une victoire 1-0, c'est des victoires qui vont compter. Je le répète, l'an dernier au même moment on avait 1 ou 2 points. Là on est à je suis même pas sûr même. Je crois qu'on avait enchaîné 2 nuls, il me semble. Ouais. Pour Auxerre, le premier match, le premier nul, mais c'était septembre déjà, non? C'est pas la 4e journée, non, la 5e on a gagné journée. contre Auxerre. C'était 3. C'était 3, oui. Ouais. Donc au final là on a quand même 10 points. C'est des matchs qui sont pas faciles. On l'avait dit, Bastia ils montent, ils sont sur une dynamique assez positive. Bon après Bastia c'était très faible, on va dire offensivement, on n'a jamais été inquiété à part 1 ou 2 fois, mais c'était quand même c'était quand même le néant offensif, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, je veux dire, même défensivement on voit un Rouault qui est quand même taille patron depuis le début du championnat. Tous les secteurs du jeu ont montré, on va dire à part devant peut-être avec Ado et Ilé qui ont eu un peu plus de difficultés dans le jeu, mais tous les secteurs du jeu ont été à la hauteur. Même René, le peu de travail qu'il a eu à faire, il a bien fait. Donc voilà, plutôt satisfait de cette victoire. Bon, on a 10 points. L'équipe a monté en régime, on le voit de plus en plus. Dans le jeu, ça commence un petit peu, on commence à trouver plus d'automatisme. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs pour le moment. Il me tarde de voir un petit peu face à des équipes d'un plus gros calibre pour voir vraiment, on le verra je pense contre Dijon, pour voir de quoi on est capable, mais plutôt satisfait de cette victoire. Bon, les Bastiers étaient un peu à court de forme aussi, ils ont eu le Covid, 12 ou 13 cas, si je dis pas de bêtises. Un match à Nancy dans la semaine, un match à 15h encore sous le soleil, voilà. Bon, c'était pas évident non plus pour les Bastiers qui se sont quand même bien battus. Je pensais qu'on en allait mettre peut-être un peu plus que ça. On a gagné 1-0, comme tu l'as très bien dit, on a été quand même assez solide, etc. Moi j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de Ado, de ce joueur. On va peut-être y revenir chaque semaine, mais... Je fais des lobes meilleurs que lui. non, qu'est-ce que vous avez pensé de Ado sur ce match, Auxence? Qu'est-ce que ça a pensé toi? Même au-delà du match par rapport au début de saison, en fait, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. C'est sûr que forcément on a un peu les boules, par exemple quand on repasse à cette occasion là, le lob qui rate, c'est agaçant, mais après il faut se mettre à sa place. Il arrive, c'est même pas un changement de mentalité qu'il doit faire, c'est un changement de culture. Le mec il est parachuté sur une planète complètement différente, il peut pas s'adapter au bout de 2 semaines quoi. Donc ceux qui s'imaginaient qu'au bout de 2 semaines il ferait enchaînement but, lucarne et tout. Ouais. Il y a du déchet offensif, mais il sent le foot quand même parce que il a les contrôles qu'il fait, les appels, il s'est procuré quand même 2 occasions. Ouais. Je trouve qu'il a du ballon aussi, donc mine de rien, voilà, comme tu l'as dit Auxence, il arrive quand même dans un continent qu'il connaît pas, dans un championnat qu'il connaît pas, donc il faut qu'il se fasse aussi. Il faut être indulgent avec lui, il faut être patient. Moi, je trouve qu'il a quand même pas mal de. Voilà, on l'a vanné un peu pour son lob, mais il
il C'est ce qu'il fait fallait faire, beaucoup c'était d'efforts. le jeu. Il fait beaucoup d'efforts, c'est C'était le le jeu. Derrière, voilà, il s'implique à fond. On le voit qu'il désigne pas sur les efforts. Donc voilà, je suis sûr que c'est le genre de joueur à qui un but, en fait, il manque un but pour qu'il soit totalement libéré, en fait. Donc au moment, comme il est, par exemple, lui, il lui manquait un but, on va dire, il a marqué tard. Après, il a enchaîné 15 buts. Je pense que c'est un peu le même profil. C'est des joueurs qui marchent à la confiance et ils ont besoin de ce but-là pour les libérer, ou le match référence. Et derrière, je suis sûr qu'il fera une très belle saison. Ouais, des réactions sur le Facebook Live par rapport à Ado. Pour Henry, il le trouve de mieux en mieux. Amaury, pour lui, Ado ne joue jamais à son poste. On est en train de le suicider, le pauvre garçon. Ce schéma 3 attaquants ne correspond pas du tout au profil des joueurs. Pour Fred, moins timide que sur le premier match, utile sur les replis défensifs, mais bon, soyons patients. Et enfin, Kat qui nous dit Ado, je le trouve maladroit, mais il bouge très bien. Moi, Ado, j'étais surpris et agréablement surpris sur ses replis défensifs. Il a gratté un nombre de ballons vraiment sur les 25 premières minutes. Il en a gratté 3 ou 4. Il était très, très concentré tactiquement. Il était très. Je perds mes mots. Enfin, il était là, il était présent. Il s'est créé des occasions. Il faisait des appels. Il courait un peu partout, des fois un peu perdu. Il manque de justesse technique à la fin, mais peut-être dû à tous ses efforts aussi répétés. Et moi je trouve que il devient de plus en plus intéressant. Faut lui laisser du temps, mais ça peut être une bonne pioche. Il mettra ses 10 buts dans la saison. Et je te rejoins, Nathan, il lui en faut un. Ouais. Et le moment où il va marquer, il y a moyen qu'il enchaîne. Il se procure des occasions. Un attaquant qui se procure des occasions, c'est un attaquant qui va finir par la mettre au fond au bout d'un moment. Puis c'est le genre de joueur aussi qui marche à la confiance de l'équipe. Si l'équipe marche sur l'eau, derrière lui, ça va pas être compliqué pour lui de se mettre en confiance et de se procurer des occasions et de marquer des buts. Donc offensivement, voilà, faut que ça se mette en route. Il y a eu des changements par rapport à la saison dernière. On a Adli qui joue plus, on a Bayo qui est parti. Donc voilà, il y a une offensivement, il faut tout refaire un petit peu. Mais ouais, je suis sûr. C'est typiquement le genre de joueur. En plus, j'aime beaucoup sa mentalité. Il se bat, il fait les replis défensifs. Donc ça viendra tout seul. Ouais. Messieurs, un autre qui je pense a marqué des points, c'est le petit Bangré, qui on attendait peut-être pas qu'on attendait tous, mais qui a fait des bons matchs de prépa, qui a eu sa place de titulaire. Il a fait 45 premières minutes, très très bonnes, Bangré Auxence, non? Ouais, il était explosif un peu sur son côté. Il faut juste un peu qu'il se lâche un peu plus peut-être vers la fin, mais après sinon j'avoue que je le trouve intéressant. Ouais, on perd Adli, mais j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le même genre. Il finit carbonisé à la mi-temps, c'est pas pour rien. Ça c'est bien d'ailleurs qu'il l'ait dit. Montagnier le dit d'ailleurs. C'est lui-même qui l'a dit. C'est qu'il fait des efforts, il s'est défoncé, il a envie de prouver. Et ça, c'est le genre de joueur dont on a besoin. On a besoin de ça, d'avoir des joueurs qui se défoncent pour le maillot, qui font les efforts. Et puis, techniquement, il est juste. Voilà, après, il est hyper jeune, il a très peu de matchs pro dans les jambes. Donc, c'est vraiment un vrai pitchoun. Ouais, c'est un vrai. Il y a son frère qui était aussi à l'époque. Mais en défense, je crois. De quoi? Cheikh Bangré, non? Ouais, milieu défensif ou défenseur, exactement. Mais j'avais été surpris aussi de ce que j'avais vu de ce qu'il renvoyait pendant les matchs amicaux aussi ou pendant les premières journées. Mais voilà, on a envie de revoir. Oui, c'est des joueurs comme ça qu'on a. C'est pour ça que on aime les joueurs conformes. C'est pour voir ce genre de mentalité aussi sur le terrain. Donc je maintiens. Ça peut être aussi une bonne pioche. Pour le moment, tout roule. Peut-être qu'on n'aura pas le même discours dans 1 ou 2 mois, mais voilà. Y a comme dit Montagnon, on bricole bien pour le moment, mais peut-être va falloir. Voilà. Les Rouault, si taille patron, Anthony, il a re-signé, il a prolongé, il a marqué son but, il a été très très bon samedi à Sabastia, contrairement à son compère Ruben qui était un petit peu passé à la trapinette. Peut-être ailleurs, quoi. Ouais. Rouault, c'est vrai que typiquement, il est défenseur, mais c'est le genre de but qui libère. Il s'est procuré pas mal de situations offensives la saison dernière. À chaque fois, ça passait juste à côté. Je me souviens de 2 ou 3 matchs où il monte sur corner et ça risque d'aller au fond. Mais voilà, c'est défensivement, c'est taille patron. Il assure. Il est rassurant. C'est lui qui rassure Gabrielsen. J'ai vu je sais plus, je pourrais pas le citer. Je suis désolé, mais il y en a un qui a dit sur les réseaux, c'est peut-être lui notre recrue en défense de cette année. Et je trouve que la métaphore est intéressante parce que c'est vrai que l'année dernière on entendait beaucoup de lui, il a très peu joué et à juste titre aussi, même si il était barré par 2 watts et je pense qu'il a 2 watts dans chaque jambe, mais il a quand même pas été au niveau quand on a fait appel à lui. Là cette année il est en train de prendre en maturité, il est en train de mûrir, il est en train de s'aguerrir et c'est intéressant pour le TFC. Puis la saison dernière il est surtout lancé dans une période où ça va beaucoup moins bien. Ouais. Donc forcément, je veux dire, c'est typiquement le genre de joueur aussi qui fonctionne dans la confiance. Et de le lancer là en début de saison où on est meilleure défense, il me semble, on a que 2 buts encaissés. Je sais pas s'il y a meilleur en Ligue 2, je sais pas. Non.
Donc voilà, enfin, je veux dire, c'est grâce à toute l'arrière-garde, mais surtout lui qui impose vraiment, comme j'ai dit, c'est lui qui rassure Gabrielsen par moment, on dirait. Ah bah ça. Il est validé dans les commentaires, que ce soit Henri qui c'est soirée calembour, hein, donc il s'est transformé en super Rouault. On a Fred aussi, pour lui c'est le défenseur propre que j'adore, et pour Amaury, le professeur Rouault a donné une belle leçon à ses concurrents. Mais non, mais c'est bien, puis il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 2 actuellement. De l'équipe, c'est des notes à la con, mais bon, ça prouve aussi qu'il est quand même constant sur ce début de saison. Justement, il y a Fred qui dit le test de Rouault, le test sera face à Charbonnier pour lui. Ouais, exactement. Bon, après le trio Batav a bien marché aussi, hein. Le retour de Spearing m'a fait plaisir. J'ai l'impression qu'il était plus en jambes. Il était à son poste, sentinelle. C'est vrai que dans le 3-4-3 Spearing, ça va être un peu plus compliqué de déloger les deux, mais là sur un 4-3-3 en 6, on a retrouvé le Spearing qu'on aime. On a retrouvé les transversales de Spearing, ce mec qui régulait le jeu. Enfin, il est pas 80 minutes dans les jambes, mais il était là, il était présent. Il a fait une bonne partie. Enfin, moi, je l'ai mis dans mes tops sur ce match. Je sais pas si. Ouais, moi, je mettrais le milieu de terrain. Oui, les trios. Le trio. VDB ressort aussi pour Henri. Hein. Comment ? VDB ressort oui, aussi. Le VDB qui fait un début de saison extraordinaire. Ah ouais. Bon, c'est dommage qu'en fin de match, voilà, il abuse un petit peu de long ballon, on va dire. Il pourrait jouer un petit peu plus simple, mais il fait un match propre. Je sais pas, il a des stats stratosphériques depuis le début de la saison. Je crois qu'il est. Oui, c'est ça. Plus, c'est 5 passés. Je veux dire, en 3 matchs, c'est énorme. Il y a que Haaland qui fait mieux en Europe. Non, mais voilà, ça prouve que le mec est au niveau. Après, on l'attend sur la durée. On l'a dit, il a eu un gros passage à vide l'an dernier. Il nous avait agréablement surpris en début de saison. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais ouais, le trio, même des Jagereux qui ont trouvé un petit peu en dedans sur les derniers matchs. Pourtant, il a été l'homme du match. Hein. Oui, non, on le trouvait un petit peu en dedans. Et puis là, justement, il sort un petit peu son match référence du début de saison. Donc c'est plutôt rassurant de voir que les leaders sont là. On va dire, à part défensivement où Gabrielsen voilà, du mal à répondre aux attentes, mais de sentir que derrière t'as un gardien qui est toujours au top, qui répond présent. Au milieu de terrain, t'as ton trio, tu sais sûr que tu peux t'appuyer dessus. Voilà, il suffit que la mayonnaise prenne avec quelques recrues et offensivement que ça arrive un petit peu à se libérer. Et puis voilà, ça peut être. Et puis on va être champion. Inch'Allah. Inch'Allah. Vos top, messieurs Rouault, le trio Batav et Bangré, ça vous va ou pas ? Vous voulez en ajouter un autre ? Dessler qui est sorti chez Dessler, chez Henri aussi, Kat aussi et Fred. C'est vrai que Dessler, c'est le Machado droitier là. Mais Dessler, pour moi, c'est meilleur recrue. Il va pas faire beaucoup de bruit. Il aura peut-être moins de fulgurance, on va dire, que Machado. Mais on va dire qu'il y aura, je pense qu'il y aura une régularité, une constance tout au long de la saison qui sera plutôt agréable. Et puis là, pour le coup, il était arrière droit, pas piston droit. Et on n'a pas forcément vu de grosses différences. Enfin, c'était assez propre. Non, c'est vrai, c'était très intéressant. On aura moins d'ascendance émotionnelle qu'avec notre ami Morera, je pense. Exactement. Dernier top, enfin, c'est plus un petit coup de cœur d'Amaury que Dupé sort la parade qu'il faut, n'empêche. Oui, mais Nathan tout à l'heure l'a très bien dit. Donc il le met à ce titre aussi. Non, c'est vrai, Dupé, il a pas grand chose à faire à chaque match, mais il la sort à chaque fois. Et on gagne un 0 2 fois d'affilée. Et voilà. Donc c'est ce qu'il faut aussi. Les flops, messieurs. Moi j'ai mis Gabrielsen et la chaleur. J'ai eu 4 qui a cité, il me semble, je vais retrouver, c'est Ilé. Il est en flop. Ah ouais. Flop, oui, pour son manque d'efficacité. Ouais, si, non, oui, ça se discute. C'est des petits flops, des flopinets. On va dire des flopinets. Moi, Gabrielsen, c'est vraiment plus un flop là pour le coup. Par contre, que il est, je le mets en flopinette plus. Parce que Gabrielsen, il est vraiment. Enfin, moi, je le trouve vraiment à la rue. Enfin, je sais pas vous, mais peut-être que je suis un petit sur lui. Il a pas la tête au club. Il a du mal. Voilà, il voit qu'il y a derrière, il y a des recrues qui vont un peu le concurrencer. Il est peut-être pas impliqué totalement au club, il a peut-être envie de partir, donc ça s'explique sur les performances aussi. On sait pas tout. À samedi pour les chipots. Thomas, tu es fondateur du Dijon Show. Donc tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le Dijon Show ? C'est ça. Alors merci à vous pour l'invitation dans votre émission. Du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et j'ai fondé le Dijon Show il y a 5 ans. En fait, c'est un média bénévole autour de la passion et l'actualité du Dijon Football Côte d'Or. Et voilà, on est présent sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. On a un site internet et on fait aussi des lives sur Twitch de temps en temps. Voilà, on est un peu le média de référence sur le club, mais un média complètement bénévole. C'est un peu pour les Toulousains, lesviolets.com
de chez nous pour avoir un peu la comparaison. En tout cas, merci aussi d'être avec nous, hein, Thomas, parce que tu vas nous être utile pour présenter ce Dijon TFC. On a plein de petites questions à te poser, mais d'abord, Vincent veut te poser une première question. Ouais, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai un petit peu regardé du coup le site, aussi la page Facebook, la page Instagram et tout. C'est quand même assez pro. Je me demandais, est-ce que ça a été financé avec le transfert de Wesley Saïd? Non, malheureusement, c'est financé avec le temps qu'on met dedans, notre passion, voilà, mais pas avec le transfert de Wesley Saïd. Je suis vraiment désolé qu'il n'ait pas réussi chez vous. Chez nous, c'était un vrai crack et c'est dommage qu'il vous ait pas montré tout son talent durant ces 2 saisons. Si, il a montré à pure part. Nous, le seul crack qu'il a eu, c'était au genou, mais après, ça c'est une autre histoire. Bon, Thomas, Dijon, ils étaient en Ligue 1 l'année dernière, ils sont malheureusement descendus. Début de saison très difficile du côté du DFCO, un entraîneur qui est sur la sellette, plus que sur la sellette aussi, alors que pourtant sur le papier, vous faites partie des favoris. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui cloche à Dijon en ce début de saison? Eh bien, je suis assez surpris en vrai du début de saison et assez déçu. Pour le coup, même moi, je pensais qu'on allait quand même prendre quelques points dans ce début de saison, vu le fait aussi qu'on a joué Rodez ou Quevilly, par exemple, des équipes plutôt abordables normalement sur le papier. Et finalement, non. C'est vrai qu'après la saison dernière, très très compliquée à tous les aspects, sportivement et mentalement, on pensait qu'avec la large revue d'effectifs qu'on a fait en début de saison, on allait repartir sur de bonnes bases. Et non, on continue de creuser alors qu'on pensait être tombé déjà au plus bas et voilà, au-delà des mauvais résultats, le plus inquiétant c'est clairement qu'il n'y a aucun fond de jeu, aucun style de jeu, rien qui se dégage en fait de cette équipe pour le moment. Après on a vraiment changé l'effectif de A à Z, donc il faudra du temps certainement pour que les joueurs s'entendent, mais pour l'instant ça fait peur. Est-ce que ce serait pas lié aussi au type de recrutement? Par exemple, on va par exemple mettre en évidence les recrutements de Toulouse et de Dijon. Dijon, c'est un peu plus appuyé sur des joueurs expérimentés, on va dire, qui connaissent le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Ouais. J'ai Kouelemanga en tête, Congré, Baptiste René, Le Bihan aussi, l'ancien buteur d'Auxerre. JCP. Est-ce que c'est pas le fait justement de s'appuyer exclusivement sur des joueurs comme ça? On va par exemple à Toulouse qui va tenter des paris, aller chercher des joueurs un peu dans des championnats exotiques ou étrangers. Ouais. Est-ce que ça peut être lié à ton avis, ce début de saison un peu difficile? Oui, bien sûr, parce que en plus de ça, on a pris que des joueurs gratuits, donc des joueurs qui étaient en fin de contrat dans leur club et qui arrivent un peu à Dijon tranquillement, quoi, sans forcément avoir de grandes ambitions. La plupart, ce sont des joueurs qui ont leur carrière, on va dire, derrière eux. Je peux parler de Daniel Congré, de Lucado, même de Baptiste René. Et voilà, ils arrivent à Dijon parce que c'est un club familial malgré tout, et parce qu'il n'y a pas la même pression qu'il peut y avoir par exemple à Toulouse. Et voilà, donc ça explique aussi le début de saison un peu en mode colonie de vacances, là, où les joueurs ont l'air de super bien s'entendre, mais où sur le terrain, voilà, ils sont tranquilles, voilà, ils sont à leur rythme. Oui, il y avait Mehdi, un de nos chroniqueurs qui est absent, ancien chroniqueur, pardon. Pour lui, c'est le fond de jeu qu'a laissé Comboiré à Dijon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un tout. En vrai, c'est bien sûr Comboiré. Nous, on a eu la chance qu'il nous maintienne et qu'il réussisse sa mission sa mission pompier de service en quelque sorte. Il y a deux ans de cela, mais malheureusement la transition entre Olivier Dalloglio et Antoine Comboiré, c'était pas mal, ça. Et on est passé de tout à rien en quelques mois. Ah bon? En vrai, avec du recul, Comboiré, ça fait pas le pire, hein, honnêtement. Linares, pour toi, c'est pire que Comboiré? En termes de fond de jeu, oui, parce que Comboiré, il y avait quand même un certain caractère qui se dégageait de ses équipes, et je pense que c'était bon. C'est vrai que Toulouse, vous avez eu un peu de mal avec Comboiré, mais, on a eu quand même on a réussi à se sauver, voilà, et, on peut pas lui enlever ça, et mais c'est vrai que dans le jeu, voilà, il a complètement changé les méthodes de travail qu'il y avait au DFCO. Il est arrivé avec ses idées à lui, et le plus important pour lui, c'était le combat, c'était l'intensité, c'était pas forcément le football. Et derrière, on a enchaîné avec Stéphane Jobard, qui est de l'école Rudy Garcia. Donc lui, ce qu'il importait, c'était de gagner les matchs 1-0. Et puis derrière, David Linares, malheureusement, qui a pris un groupe l'an dernier qui était déjà très très mal parti, et qui avait même pas, et qui l'a toujours pas, son diplôme d'entraîneur à l'heure actuelle. Donc
Ah ouais, il a pas le diplôme, Linares? Non, je crois qu'il l'a pas encore. En fait, il l'a passé toute la saison dernière et je suis pas sûr qu'il l'ait. Ah, donc vous payez des amendes chaque week-end là? En fait, non, parce qu'on a notre adjoint, Jérôme Monnier, qui a le diplôme. Du coup, D'accord. normalement, on paye pas d'amende. Et Jérôme Monnier, c'est un peu juste pour ça qu'il est là, du coup. Ah ouais, c'est un peu cata quand même la situation de Dijon là. Bon, on connaît un peu. Oui, j'ai l'impression qu'on est au TEF il y a 3-4 ans là. Ouais, non mais clairement. Non mais je me suis fait le parallèle, oui, avec Toulouse il y a quelques saisons, et c'est pour ça que j'essaye de positiver un peu en quelque sorte. Je me dis que, comme tout club, c'est fait de cycles. Il y a des moments où on est tout en haut, des moments où on est tout en bas, et voilà, Toulouse a vécu des moments très compliqués en Ligue 1 ces dernières années, et au final, aujourd'hui, vous êtes en Ligue 2, mais vous avez quand même vécu de très belles émotions l'année dernière, et même moi, je regardais d'un point de vue neutre les matchs du TFC l'année dernière, et je prenais beaucoup de plaisir, et donc je me dis que voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, et que dans quelques mois on repartira sur de bonnes bases. Juste pour info, Lilian nous dit sur le Facebook Live qu'il a eu en fin de saison le diplôme l'an dernier. D'accord. Ok, il l'a eu l'an dernier, ok, autant pour moi. Et est-ce que vous êtes du genre un petit peu à souhaiter un petit peu la défaite de votre club ce week-end pour passer à autre chose, pour entamer avec un nouvel entraîneur ou... Alors, le week-end dernier, moi c'est pas mon genre, moi je reste quand même assez optimiste et j'arrive pas à aller contre les résultats du club, contre le club, même si je prends honnêtement aucun plaisir devant les matchs depuis plusieurs mois. Je reste quand même optimiste et je me dis qu'à tout moment on peut faire un résultat contre Toulouse. Je suis un peu trop chauvin, je crois. Non, ça se peut. Mais en réalité, sur les réseaux sociaux, le climat est assez compliqué. Il y a un hashtag Linares out qui bat son plein, et tout le monde veut le départ de Linares. Tout le monde veut le départ du président. C'est assez tendu en ce moment sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'attendait tous à ce que David Linares soit limogé aujourd'hui, mais le président a donné une conférence de presse pour annoncer que tout le monde était derrière le coach et qu'il allait le garder. Ça veut dire que si samedi il y a des fêtes, il s'en va. Hein. On parle de Guillon, l'ancien de Reims, c'est bien ça? Refusé, apparemment. Ouais, mais Guillon, il a Garand refusé, aussi. apparemment, ouais. Il a refusé. Il y a Garand aussi, non, apparemment, qui était cité. Ouais, Garand est cité, mais moi j'aimerais bien, honnêtement. Patrice Garand, j'aimerais bien. Enfin, parmi tous les noms qui ont été cités, je me dis que c'est quand même pas un mauvais entraîneur. J'aurais vraiment aimé David Guillon, mais il veut pas venir, donc il aurait. De toute façon, la plupart des entraîneurs aimeraient faire toute la préparation avec leur équipe et gérer aussi le recrutement. Et là, c'est vrai que du coup, David Linares, il a géré un peu tout le recrutement avec la cellule recrutement, donc voilà, c'est un peu son équipe, à son image. Et du coup, c'est difficile pour un futur entraîneur d'arriver derrière lui et de reprendre tout ça. Donc voilà, à suivre. Hein. Ouais, c'est vrai, ça paraît compliqué. Je pensais pas que c'était autant la merde à Dijon. Après, tu vois, moi, il y a 2 semains, quand les copains là, parlaient de Dijon, ils les citaient tous parmi les favoris. Et moi, je disais, attention, Dijon, ça sent le feu de paille. Et moi, je les vois plus dans la difficulté qu'autre chose. Mais tu vois, en t'ayant ce soir, ça confirme un peu mes doutes et mes pensées. Et du coup, est-ce que t'as même pas peur que ça aille plus loin, genre même, je sais pas, un scénario catastrophe et saison cauchemardesque, maintien, voire peut-être pas, ou un barrage, ou tu penses que ça va, voilà, c'est un mauvais mois d'août et peut-être qu'en septembre on relance la machine? Mon côté optimiste va te dire que en septembre on va certainement relancer la machine et je ne vois pas jouer le maintien, mais c'est vrai que les exemples récents avec Caen ou Guingamp par exemple ces dernières saisons font dire qu'il va falloir se méfier et que la Ligue 2 c'est un championnat surtout pas à prendre à la légère. Pas prendre à la légère, parce que regardez, ce week-end on perd à Quevilly. Et honnêtement, sur les réseaux sociaux notamment, tout le monde, il y avait beaucoup de supporters qui espéraient une défaite à Quevilly pour que le coach soit viré, mais en vrai, personne ne se disait qu'on allait perdre à Quevilly, honnêtement. Et on a fait un match catastrophique où, honnêtement, si Quevilly gagne 3-0, c'est pareil. Donc ouais, il faut faire attention. Il faut pas prendre trop de retard dès le début de la saison. Après, nous, ces 2 dernières saisons en Ligue 1, on avait commencé avec 4 défaites de suite au mois d'août à chaque fois. Donc on n'arrête pas de prendre du retard chaque fois. La première année, on a réussi à se maintenir. Mais bon, il y a eu le Covid, donc on ne sait pas si on se serait maintenu à la fin. Mais l'année dernière, ça n'a pas du tout. On finissait devant vous, je suis sûr. T'as raison, d'accord. Non, mais après, voilà, la saison est très longue. Hein. Il y a 38 journées. Bien sûr. Ça peut vite redémarrer. Il faut juste casser la série et essayer de repartir.
Bon, Thomas, tant qu'on t'as avec nous, pour ce Dijon de TFC, est-ce que tu peux nous présenter les forces de Dijon samedi et les faiblesses de ton équipe? On dirait rien Montagnier, t'inquiète pas. Alors nous, les forces, vraiment, elles sont individuelles plus que collectives, parce que comme je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas vraiment de fond de jeu qui se dégage de cette équipe, ni vraiment de caractère en quelque sorte, et on a pour le coup la chance d'avoir de très bonnes individualités. On a Aurélien Scheder qui a mis 2 super buts sur les 2 derniers matchs et qui semble avoir pris le pas de la Ligue 2, et il faudra se méfier de lui. On a Michael Le Bihan qui en fait était blessé depuis le début de la saison et qui est entré quelques minutes la semaine dernière, donc qui risque de jouer aussi. C'est un bon avant-centre en plus, Le Bihan. C'est un bon attaquant. Et très bel acteur voilà, aussi. On a aussi Roger Assalé qui normalement va revenir de blessure et qui lui avait marqué les 2 premiers buts de la saison. Donc voilà, niveau force offensive, on a des bons joueurs, même des très bons joueurs de ballon entre Brian Soumaré, Valentin Jacob, et etc. Après, le problème, c'est derrière, c'est très très frileux et surtout c'est très lent. Avec Daniel Congré, qui a 36 ans et qui est un très bon défenseur en 1 contre 1, mais qui reste un défenseur assez lent quand même. Et on a Senou Koulibaly qui est suspendu pour le match, donc qui est titulaire depuis 2 ans. Qui est titulaire en Ligue 1 l'an dernier. Bon, il est un peu critiqué, mais ça reste une valeur sûre, on va dire, et du coup ça risque d'être Zargo Touré qui va jouer, et honnêtement il a fait un match assez catastrophique la semaine dernière à Caen, à Quevilly. Il a été sorti à la mi-temps, donc voilà, c'est Dijon, il y a des possibilités qu'on joue à 5 derrière, comme on l'a fait à Quevilly, et ce serait la meilleure des choses qui soit pour vous si on joue à 5 derrière, parce qu'on n'a jamais réussi à gagner un match en jouant à 5 derrière sous David Linares, et jouer à 5 derrière, c'est vous assurer de vous créer énormément d'occasions, parce qu'on un super match en perspective samedi après-midi, on va se régaler, non? Non, mais on n'a pas du tout l'animation défensive qui va avec en fait, mais c'est à la mode en ce moment, les défenses à 3, à 5. C'est à la mode, mais c'est pas du tout travaillé derrière, donc, ouais, quand t'as pas de diplôme en plus. Pardon, quand tu viens de l'avoir. Quand tu l'as eu au rattrapage. Bon, les faiblesses, les faiblesses, on va pas se mentir, c'est René. Hein. C'est vrai que pour le coup, sur le début de saison, c'est compliqué, René, quand même, non? J'adore Baptiste, donc de base, je vais avoir un point de vue qui va être un peu biaisé, mais c'est vrai que son début de saison est vraiment moyen, pour ne pas dire mauvais, parce qu'il a pas du tout fait d'arrêt pour le moment, à part la première journée contre Sochaux. Mais bon, globalement, il peut pas faire grand chose sur les buts encaissés, il est souvent abandonné par sa défense. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu les belles années de Baptiste René, que ce soit en Ligue 2 ou les premières années en Ligue 1 avec Dijon, où c'était un gardien qui était cité à la fin de la saison parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Donc voilà, c'était les belles années, et je pense qu'il a un peu plus sur la fin que sur les meilleurs moments de sa carrière. Donc j'espère qu'il va élever le niveau, un peu comme toute l'équipe en règle générale. Entre-temps, il y a eu Saint-Pierre. On a Mehdi qui veut te poser une question, par le biais de Vincent qui pose une question aussi. Je peux limiter si tu veux. Tu peux. Non, il demandait s'il n'y avait pas eu des tensions aussi avec les supporters, des problèmes, une dissolution, un truc du genre. Récemment, oui, il y a eu des tensions les 2 dernières saisons en fait. La saison du Covid, il y a les Lingons Boys qui sont le groupe ultra du DFCO qui ont fait grève en fait toute la saison, parce que le club les avait changé leur emplacement dans le stade sans aucune logique et sans vraiment les consulter, et donc au lieu d'être derrière les buts, le club les avait placés vraiment à l'extrémité de la tribune, donc c'est un endroit difficile pour animer la tribune, et du coup en tribune adverse limite, ouais. Et ils ont fait grève toute la saison, et du coup c'est vrai que c'était déjà que Dijon n'est pas réputé pour son ambiance. On avait vécu une saison 2019-2020 où c'était assez calme au stade et c'était compliqué de s'enflammer, quoi, et donc l'année dernière pas de public dans les stades, et là cette année avec toutes les histoires de passe sanitaire, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas un monde fou, et surtout du côté ultra pour le moment. Et sur les 2 premiers matchs, il n'y avait pas énormément d'ultra qui étaient présents. On avait 8000 spectateurs contre Sochaux, mais à peine 5000 contre Rodez derrière. Donc voilà, il y a plus de tension sur le papier là, mais ça reste quand même à flux tendu, étant donné c'est un peu froid à tous les niveaux du club quand même, on a l'impression. Ouais, tu nous fais un portrait quand même assez froid du DFCO là. Ouais, clairement. Et dis-nous, comment toi tu vois le TFC de Dijon? Est-ce que c'est une équipe qui te fait peur? Est-ce que c'est une équipe que tu trouves favori pour la montée, ou que encore peut-être trop jeune, trop friable? Je sais pas, comment tu nous vois toi de là-bas? Moi je vous vois comme un favori pour la montée. J'ai regardé
le match contre Ajaccio et la première mi-temps contre Bastia. Et je pense que pour le moment, il y a beaucoup d'équipes qui sont en rodage. Bien sûr. Dans ce début de saison, mais malgré tout, vous prenez des points, alors que vous êtes aussi en rodage et vous avez changé d'entraîneur. Et voilà, donc je vois comme un gros favori à la montée, si ce n'est le favori, avec aussi le Paris FC, que je trouve très très solide. Et donc je vous vois dans les 5 premiers en fin de saison, ça c'est sûr et certain. Et je m'étais coché la date Dijon-Toulouse comme le gros choc en fait de ce début de saison pour nous. Et puis finalement, ce serait plus un exploit qu'autre chose si on prenait des points contre vous, ou même un point. Je vois vraiment supérieur et je vois vraiment le DFCO comme un outsider. Après, tu sais, on a une coutume à Toulouse, c'est que notre deuxième nom, c'est le FC Relance. Et puis il y a des anciens aussi. C'est un peu pour tous les clubs en vrai. Ouais, mais Daniel Congré but sur la tête sur corner à 88ème, nous on la connaît, celle-là. La cote elle doit être belle, on va tous la jouer. C'est possible. Non mais ouais, c'est vrai que Dijon c'est dommage. Après peut-être la chute aussi en Ligue 2 qui fait du mal, enfin il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a vraiment un parallèle, ça fait vraiment penser au TF d'il y a 3 ans. Exactement. Des entraîneurs pas qualifiés, du bordel à tous les niveaux, des tensions supporters et comment dire, et présidence. C'est vraiment, on te souhaite un bon courage. Ouais. Merci, c'est gentil. Tu seras en match samedi du coup? Non, je serai devant ma télé samedi. Ok. Bon en tout cas un grand merci à toi d'être venu dans l'émission. Et si tu veux même revenir mardi pour faire le débrief avec nous, si t'es dispo, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. Ouais. Comme ça on pourra se faire le petit débrief ensemble comme on fait ça aussi à chaque semaine. Nous on termine toujours les émissions par un petit quiz, il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux rester avec nous ou pas? Ouais, carrément, avec plaisir. Eh ben, je pense que t'es le favori, t'as une cote à 1,05 parce que c'est un spécial Dijon que j'ai fait. Ah ouais. Donc ça va être assez drôle. Bah écoute Thomas, tu vas rester avec nous et on va lancer ce quiz. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Première question, combien on a dépensé entre Baptiste René et West Side? 10 millions? Ah bon? Allez, c'est vrai qu'il y a Christophe Jean et Garande qui va. En fait, nous on a Lens et eux ils ont Toulouse. Enfin, tu vois, genre. C'est ça. Allez les gars, première question. Il faudra répondre par rapidité. Combien de kilomètres sépare Dijon de Toulouse? 525. Non. 570. Non. Vol d'oiseau ou par la route? Par Google Maps. Ouais, mais beaucoup trop. 450. Non, 700, on est plus. 720. Moins. 680. Moins. 670. Moins. 630. 663. 635. 640. 636. 637. C'est plus que 636. 637. 638. Plus. 640,5. Bon, ok, je vais vous donner la réponse parce que ça vient de n'importe quoi. Supportable. C'est 646,3 d'après Google Maps. D'accord. Voilà. C'est pas la porte à côté. Hein. Non, c'est pas la porte à côté. Moi, je pourrais y avoir fait un match de Coupe de France là-bas, je peux te dire que c'est assez loin. Mais là-bas, un truc, je me le rappellerai toute ma vie, c'est qu'à la buvette, pour Noël, le vin chaud, c'est du vrai vin. C'est pas la saloperie. Pourquoi on joue pas à Noël qu'on retrouve là-bas. Moi, j'étais allé. On va pas jouer à Dijon. J'ai vu un match là-bas, 2-0 pour eux. Yago qui se trouve, qui provoque un penalty. On l'embrasse. On l'embrasse. Après, nous, on est plus sur la quantité que la qualité. Exactement. Bon là par contre Thomas, je suis désolé mais celle-là ça serait bien que tu participes pas parce qu'elle est quand même très facile. Comment s'appelle le stade de Dijon? Gaston Gérard. Ok, et maintenant ce que tu peux me dire là, tu peux participer Thomas, qui était Gaston Gérard? Ancien maire de Dijon. Putain les mecs sont bons, les mecs ont de la culture en fait. Attends, tous les stades. Et est-ce que vous avez les dates de la mairie? 19 après la Seconde Guerre mondiale? Non, alors je crois que c'était avant la Seconde Guerre mondiale et que c'était même un collabo pendant la guerre. Bah c'est de 1919 à 1935, le mec il a fait l'entre-deux-guerres. On l'embrasse. Donc voilà, bon, un peu de culture ça te fait jamais de mal dans une émission sportive. Et combien font de place à 50 près le stade Gaston Gérard? 12 700. Non, Nathan. 18 430. 18 430, t'es pas loin. Thomas, tu dis quoi? Moi je crois que c'est 16 078. Non. Auxence? 20 000. 20 000, non. Mathis? Je vais me dire 16 500. Eh ben c'est Nathan qui est le plus proche, qui en a d'après Wikipédia 18 376. J'ai bien révisé. Wikipédia se trompe complètement. Bah ouais, bah écoute, voilà, je prends les sources que j'ai eues. Je pense que je te ferai peut-être plus confiance à toi Thomas. Ouais, on a 16 000 places et on n'a jamais atteint les 16 000 places. Ouais, j'avais vu que le record c'était face à Paris, genre bah, justement c'était plus 16 000 et quelques. Ouais, il a été agrandi non le stade? Oui, il a été agrandi, mais voilà. Avec le coût du transfert de Wesley Saïd.
Et de Quel Louis crack. Johnny à Saint-Etienne aussi. Ah oui. Ah, vous avez Vous êtes putain, des vous cracks, avez des génie, génies, gars. des cracks. Et vous êtes bon quand même dans la En fait, vente. ça s'appelle le karma ce qui vous arrive en fait. Hein. N'oubliez pas qu'on a eu Delors les gars quand même. Hein. Et Rivière. Hein. Enfin, pas non plus trop chambré. Messieurs, le 7 mars 2020 avait lieu le dernier DFCO Toulouse. Quel était le score? Et c'était en Ligue 1. Un partout. Non. 2-1 pour Dijon. Combien t'as dit Thomas? 2-1 pour Dijon. Exactement, toi. Aguerre, de Mendil et chez vous, but de Boisgard. Oh là là, c'était ma Magnifique. prochaine question. Ah, bravo. Ah, joli, très beau Thomas. C'était la prochaine question et le mec anticipe. C'est parfait. Désolé. Je pense que c'était le dernier match avant la trêve. Oui, et qu'on croyait définitive. quand Boisgard égalise, on était tous à fond, puis après on s'est fait défoncer. Et c'est Saïd qui fait une passe D. Ouais. Oui. Oui. Quel voilà. joueur, quel grand Blague. joueur. Alors du coup maintenant, messieurs, chacun son tour, à tour de rôle. Vous allez me citer les joueurs dijonnais et toulousains et ceux qui sont rentrés ainsi que les coachs. Celui qui se trompe est éliminé. C'est bon pour tout le monde pour les Ok. règles? Thomas, bah, je te laisse commencer. Ça peut être un dijonnais comme un toulousain. Daniel Congré. Daniel Congré alors c'était en 2019 hein. 2020 pardon. Ah, mais du match à Toulouse. Ah, le Oui, dernier oui, match. le dernier match Ok. du jour de s'est fait ça Ah, en la compo 2020. du dernier Pardon, match. excusez-moi. Alors je recommence. Les joueurs qui étaient passés par les deux équipes. Non, pareil, non. Le dernier match qu'il y a eu entre Dijon et Toulouse, c'était en Ligue 1 le 3 ou 7 mars, je sais plus. Il faut que tu me donnes les joueurs à tour de rôle, ou toulousain ou dijonnais. Dès que tu te trompes, tu es éliminé. Alors il y avait Koulouris. Koulouris à Toulouse, c'est bon. Nathan. Wesley Saïd. Wesley Saïd, c'est bon. Auxence. Boisgard du coup. Boisgard, c'est bon. Vincent. René. René, c'est bon. Et côté toulousain. Mathis, tu veux jouer ou Non. Thomas. Alfred Gomis. Non. C'était Runarsson dans les cages. Ah oui, c'est vrai, il s'est blessé. Oh bah je suis déjà éliminé. Donc tu es éliminé, bravo. Nathan. Pep Comboiré. Pep Cambaro, non, ce n'était pas lui. Ah putain, c'était pas lui, merde. Putain. Auxence. Makengo. Makengo, c'est bon. Florent Balmont. Florent Balmont est entré en cours de jeu, c'est bon. Tu peux Auxence. rejouer ou pas? Non. Ah, c'est vrai, Florent Balmont, putain. Ouais. Il est arbitre. Ah, il y en a des beaux. Sidibé. Non. Ah. Vincent, si tu trouves, tu as gagné. Ouais, elle est facile, putain. 2020, les gars. C'était longtemps. Hein. J'ai oublié. J'ai fait des thérapies et tout. William Vainqueur. Non. Mais non. Oh, ça reprend du coup, Auxence, t'es encore en jeu. Il nous reste 1 minute 30, les gars, là, faut enchaîner. Il y en a qui sont encore dans le 11 titulaire, là. Bah oui. Bon. J'ai l'impression là. Vincent, t'en as un? Rouault. Non. Oh putain. Ah, j'ai bon, j'en ai un. Vas-y. Jonathan Zebina. Diakité. Diakité, ça marche. Victoire de Vincent. Bien joué. Victoire de Vincent. Jingle. Le queen de la feuille de match est terminée. Oh yeah. Heureusement qu'il y a il joue pas, il l'assistant a que ça à technique à faire, côté quoi. qui lui a félicité. Genre, je crois Non, qu'il mais- te regarde et Non, qu'il. mais parce que je pensais que t'allais féliciter un peu plus. Non. Oh, les gars, il y avait Rogelinho, le grand Rogel, le grand défenseur. Silla, Koné, Leia Iseka, Yaya Sanogo, glissade partie. À Dijon, on avait Samaritano, Lotoa, Ndong et ses frites, Baldé, Shafik, Ekwele Manga, Mavididi, On Tavares. avait Benzia aussi, je crois. Benza, non, il était pas encore. Ah, il était pas. Je crois qu'il était encore à Lille à cette époque. Non, il était à Dijon, mais il a peut-être pas joué. Il était blessé alors, c'est quand il a fait du Ah, quad là, non? peut-être, Non, pas encore, justement. Putain, vous en Il avez avait des encore belles ses vous aussi deux quand même. mains. C'est vrai que vous êtes un club un peu copain, je trouve, sur les fonds du truc On va là. faire un jumelage, hein, je Ouais. pense. Bon, en tout cas, Thomas, un grand merci d'être passé avec nous ce soir. Nous, on va clôturer l'émission. Du coup, on te retrouve sur Twitter avec le Dijon Show, c'est ça? C'est ça. N'hésitez pas à aller retweeter, le suivre. On mettra nous un petit truc sur nos réseaux pour que tout le monde puisse aller suivre ça. On te retrouve du coup mardi prochain. C'était dispo pour faire le débrief avec nous. Bon, allez au top. Carrément. On te souhaite un très bon match samedi. À vous aussi. Merci, c'est gentil. Messieurs, Roya, merci la technique. Auxence, Nathan, Vincent, merci à vous. Et Vincent, tu vas clôturer cette émission. Ouais, je voudrais finir cette émission en la dédicaçant à mon père, Georges Avellana, qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 90 ans. Donc j'ai une grosse pensée pour lui, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui m'a donné cet amour du TFC, cet amour du ballon rond, qui a parcouru pendant des années les pelouses de la région de Toulouse en tant qu'entraîneur, que joueur ou arbitre. À plus de 80 ans, il joue encore, à 85 ans, il arbitre encore. C'était un fou de sport, de foot, et j'ai une grosse pensée pour lui aujourd'hui.
Et on a tous une grosse pensée pour lui aussi, Vincent. On se dit à la semaine prochaine, messieurs, 21h, Radio Occitanie 88.3 sur la feuille de match en replay sur les Spotify, YouTube, etc. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.